Cet anime suit la vie d'un homme appelé Mikami Satoru. C'est un homme tout à fait ordinaire qui mène une vie normale au Japon. Il vit actuellement dans la ville moderne de Tokyo. Dans sa vie, il n'a pas beaucoup de grandes émotions, et sa plus grande réussite personnelle jusqu'à présent est le fait que son ordinateur est plein de contenu de haute qualité, et sa plus grande réussite est le fait qu'il est toujours vierge. Lorsqu'il apprend qu'un collègue de travail va se marier, il éprouve un sentiment d'envie. Les deux fiancés l'appellent pour fêter les fiançailles au cours d'un déjeuner, et c'est alors qu'un fou furieux arrive en courant, un couteau à la main. Sans réfléchir, Satoru pousse son ami hors d'état de nuire, mais ce faisant, il reçoit un coup de couteau à un endroit vital. Il commence à saigner abondamment et une sensation de chaleur s'empare de son corps. Il murmure qu'il ne veut pas mourir ainsi, et une voix apparaît alors dans son esprit, disant qu'elle a compris ses demandes et qu'il a maintenant une résistance à la chaleur. Inconscient de ce qui se passe, il continue à penser à des choses qu'il aimerait éviter, et à sa grande surprise, il acquiert également une résistance à ces choses. Une voix robotique l'informe qu'il a désormais une immunité aux coupures, une résistance aux dommages physiques, une insensibilité à la douleur et même au froid. La résistance thermique nouvellement acquise finit par rejoindre la précédente, devenant une protection contre les variations de température. Mais lorsque Satoru réalise qu'il est au bord de la mort, il demande à son ami de détruire le disque dur de son ordinateur personnel. Il déplore également le fait qu'il meurt sans avoir perdu sa virginité, et s'il pouvait se réincarner et vivre à nouveau, il voudrait vivre une vie plus sincère. S'attaquant à toutes les belles femmes qu'il peut trouver, la voix dans son esprit l'écoute et le dote d'une capacité exclusive appelée Predator. À ce stade de sa mort, l'excès de perte de sang avait déjà pris le dessus sur son esprit. Il dit ensuite que quelqu'un qui est resté vierge pendant 37 ans mérite d'être traité comme un sage dans sa prochaine vie. Car rester vierge aussi longtemps demande beaucoup de volonté. Et avec cela, il gagne une autre capacité spéciale, appelée The Great Sage, le grand sage. Satoru est un peu agacé par cette voix qui ne cesse de parler dans sa tête et lui demande de se taire pour pouvoir mourir en paix. Lorsqu'il fait cette demande, sa vie disparaît complètement. Il se réveille alors dans une nouvelle existence, dans un lieu totalement inconnu. Il renaît dans un monde différent, plein de magie, de créatures étranges, d'êtres mystiques et d'autres choses qui dépassent son entendement. Mais maintenant, il ne voit plus rien, il est complètement perdu, essayant de comprendre où il se trouve. La seule chose dont il se souvient est la voix qui lui a parlé auparavant, et il réalise alors qu'il est mort. Pourtant, il reste calme. Satoru est redevenu un slim et se trouve maintenant dans une grotte. Il lui faut un certain temps pour s'en rendre compte, car ses sens sont limités. Il ne peut percevoir que le toucher, et le plus grand indice de sa nouvelle forme est que lorsqu'il touche une plante, celle-ci se dissout et est absorbée. Il sait que son corps est désormais gélatineux et quelque peu modelable, et il erre dans cette grotte sans but précis. Mais à un moment donné, il finit par réaliser qu'il est devenu un slim, ce qui le déprime un peu. Mais il s'adapte rapidement. Il décide de penser positivement, et l'un des avantages de ce corps est qu'il n'a pas faim, qu'il n'a pas besoin de dormir, et il finit par passer tout son temps à consommer des plantes dans la grotte. Il continue à travailler dur en consommant des plantes, non pas par nécessité, mais par pur ennui. À un moment donné, il commence à se demander où va tout ce qu'il consomme. Puis une réponse lui vient à l'esprit, lui disant que la nourriture entre dans son estomac sans limite, ce qui fait partie de sa capacité spéciale de prédateur. Il se rend vite compte que cette voix qui part dans son esprit est la capacité grand sage, qui fonctionne comme un assistant virtuel super intelligent. Grâce à cette voix, il comprend mieux la compétence prédateur, qui lui permet de consommer n'importe quoi, d'analyser, de copier des compétences et même de prendre la forme de ce qu'il a dévoré. Il teste les plantes et découvre qu'il s'agit d'herbe d'hypocote, une plante rare qui pousse dans les zones pleines de magie environnante, et cette herbe est un ingrédient puissant pour les potions de guérison. Curieux, il demande à la voix de lui expliquer très simplement ce qu'est la magie de ce monde. La voix répond alors que la magie est constituée de particules magiques, et que ces particules magiques sont fondamentales pour la vie dans ce monde. Bien que l'explication soit très simple, Satoru ne comprend rien, mais il comprend qu'il peut stocker ces herbes dans son corps. Il décide donc de dévorer toutes les plantes de la grotte, dans le but de les utiliser lorsqu'il en aura besoin. Au milieu de cette exploration, il trouve une pierre magique de grande valeur, alors il la mange aussi. Mais au milieu de son excitation, il perd l'équilibre et tombe dans un lac. Il découvre alors à ses dépens que la bave ne flotte pas. Heureusement, le lac n'était pas profond. C'est à ce moment-là qu'il pense à quelque chose d'ingénieux. Il utilise l'eau elle-même comme propulseur, créant un jet pour pouvoir se déplacer, et ce faisant, il finit par acquérir une nouvelle capacité, justement pour sa locomotion. Mais son contrôle du mouvement échoue, et il finit par être projeté comme n'importe quoi contre une barrière invisible. Il ressent l'impact, mais pas de douleur. La voix lui explique alors qu'il a la capacité de réduire la douleur, ce qui signifie que même s'il subit des dégâts,
il ne ressent aucune gêne physique. Soudain, une voix grave le traite de petit baveux et lui demande s'il peut l'entendre. Il entend la créature, mais n'a aucun moyen de répondre, car il n'a pas de bouche. Le propriétaire de la voix insiste pour qu'il dise quelque chose, mais il ne peut toujours pas répondre. Outré, la créature l'injurie mentalement, et Satoru finit par entendre ses pensées. Il se rend compte que l'étrange créature a un regard très menaçant, et parce qu'il est tellement en colère, la créature pousse un puissant rugissement, faisant trembler toute la grotte. Mais la colère fait place au rire, et la puissante créature s'amuse de constater que la bave ne peut pas la voir. L'étrange créature dit alors qu'elle va lui donner une vision. Cependant, elle lui impose 2 règles très claires. La première règle est qu'il ne doit pas être surpris de voir à qui il parle. La seconde est qu'il doit revenir de temps en temps pour discuter avec lui. Après tout, la puissante créature est enfermée là depuis 300 ans et devient déjà folle d'ennui. Notre Slim accepte sur le champ, puis l'être étrange introduit une capacité appelée arôme magique qui permet au petit Slim de détecter la magie qui l'entoure. Le Slim teste le pouvoir et est capable de sentir la magie facilement. Et en prime, il gagne le don de la vue grâce à la magie. La voix dans son esprit apparaît peu après, lui expliquant qu'il a obtenu la capacité supplémentaire d'arôme magique et précisant que les capacités supplémentaires sont beaucoup plus fortes et efficaces que les capacités ordinaires. Voyant désormais tout ce qui l'entoure, notre héros se rend au lac et se rend compte que oui, il s'est transformé en la même bave. Il retourne ensuite voir l'étranger et manque alors de faillir à la première règle de l'accord. Il est choqué de se retrouver face à un dragon gigantesque et imposant qui se présente comme le dragon de la tempête, appelé Verudora, l'un des 4 vrais dragons du monde. Verudora est curieux de savoir comment la bave peut avoir une conscience et penser par elle-même. Notre héros raconte alors l'histoire de sa réincarnation en tant que Slim, et Verudora explique qu'il n'est pas courant que quelqu'un se réincarne ici, car les âmes humaines ne peuvent généralement pas supporter le processus. Cependant, il révèle que des personnes sont venues d'un autre monde, mais dans leur corps humain. Ces personnes ont acquis des capacités spéciales à leur arrivée, et cette découverte rend notre Slim enthousiaste à l'idée de rencontrer d'autres personnes comme lui. Notre héros envisage de partir à la recherche de compagnons, mais réalisant que cela rend Verudora triste, il décide de rester un peu plus longtemps. C'est alors que le dragon commence à raconter son histoire avec enthousiasme. Il raconte qu'il y a 300 ans, il a accidentellement détruit une ville humaine et qu'il a été vaincu par une héroïne humaine au pouvoir divin. Bien qu'il ait sous-estimé l'héroïne au début, elle était incroyablement forte et a réussi à le battre même lorsqu'il s'est défendu. À la fin, elle a utilisé une technique de scellement très puissante appelée emprisonnement illimité, et il s'est retrouvé piégé. L'héroïne était une humaine invoquée d'un autre monde, et contrairement aux autres personnes invoquées dans ce monde, l'invoqué nécessitait 30 magiciens pour accomplir un rituel de plusieurs jours et faire venir un guerrier d'un autre univers. Elle a reçu des pouvoirs absurdes, mais aussi une malédiction sur son âme afin qu'elle ne puisse jamais se retourner contre celui qui l'a invoqué. Le petit Slim trouve cela très cruel et commence à comprendre comment les choses fonctionnent dans ce monde. Il se rend compte que dans ce monde, la survie est l'apanage du plus fort. Il se souvient qu'il se sentait seul sans petit ami et il est donc un peu triste d'apprendre que Verudora est emprisonné depuis 300 ans, complètement seul et isolé. Ému, notre Slim décide de lui proposer une amitié. Au début, Verudora se comporte comme une tsundere, criant et disant qu'un simple Slim ne peut pas être son ami. Puis il se ravise et dit que puisque ce Slim est si insistant, il va accepter son amitié. Satoru, en bon fan de manga, comprend parfaitement la démarche de Verudora et insiste rapidement sur l'amitié. Ils se saluent donc et scellent cette nouvelle relation. Maintenant qu'ils sont amis, Slim commence à se sentir encore plus bouleversé par l'emprisonnement de Verudora, ce qui touche le dragon en plein cœur. Il lui dit qu'il lui reste 100 ans avant que sa magie ne s'épuise et qu'il ne disparaisse. C'est pourquoi il serait très reconnaissant à Slim de l'aider à sortir de là. Notre héros n'a pas un grand plan, mais en utilisant ses talents de prédateur, il pourrait être capable d'absorber l'emprisonnement illimité. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Le grand sage dans son esprit commence à étudier les possibilités, et la voix dans son esprit découvre que s'ils peuvent analyser la prison de l'intérieur en même temps, ils pourraient être en mesure de la briser. Verudora ne peut pas l'analyser de l'intérieur car elle est complètement scellée, mais il peut tout de même transmettre les données dont il dispose à Slim. Mais ce processus prendrait trop de temps, et notre Slim veut partir bientôt pour rencontrer des êtres de l'autre monde. Il a donc une idée folle. Il demande à Verudora d'entrer dans son estomac. Son plan est d'utiliser le prédateur pour analyser la prison de l'extérieur, tandis que Verudora essaiera de l'ouvrir de l'intérieur. Et comme il sera à l'intérieur du petit Slim, il ne disparaîtra pas même si son plan échoue. L'idée plaît à Verudora qui pense que s'évader avec un ami est bien plus intéressant que de rester coincé en attendant un miracle. Mais avant tout,
Il veut donner un nom à Slim, un nom qui lui accordera une bénédiction divine. Et le dragon veut lui aussi recevoir un nom, afin qu'ils aient un nom de famille commun, ce qui symbolisera et renforcera le lien qui les unit. Verudora dit qu'il veut quelque chose de très élégant, et comme il est le dragon de l'orage, Slim décide de l'appeler Tempeste, un nom qu'il trouve génial, et Verudora finit par aimer beaucoup l'idée. En retour, il donne à Slim le nom de Rimuro, et les deux sont désormais officiellement des amis qui partagent un lien. Ils s'appellent désormais Rimuro Tempeste et Verudora Tempeste, et dès qu'il reçoit son nouveau nom, notre héros ressent un profond changement en lui. Physiquement, rien ne change, mais il sent que quelque chose de très important est en train de se produire. Il se rend compte que quelque chose a changé au plus profond de son âme, et maintenant qu'il a reçu un nom, il commence à mettre en œuvre son plan pour libérer la Verudora de sa prison infinie. Elle s'étend rapidement, consumant toute la barrière, et peu après, il confie à la voix la mission d'en faire une analyse complète. La disparition du monstre de niveau catastrophe provoque un chaos général dans le monde. Il était enfermé dans l'immense forêt du Jura, entouré de plusieurs pays, et Rimuro ne se doute pas des ravages que la disparition soudaine de son ami cause dans le monde entier. Après avoir libéré son ami, Rimuro erre dans la grotte à la recherche d'une issue. Il absorbe tous les minerais et les herbes qu'il trouve et les stocke dans son corps. Il s'amuse également avec l'eau et finit par acquérir des compétences telles que la natation et même la capacité de transformer l'eau en larmes. Ces compétences liées à l'eau finissent par se combiner pour former une nouvelle compétence supplémentaire appelée manipulation de l'eau, et à partir de là, il accumule de plus en plus de pouvoir. Quelques jours plus tard, il trouve la première créature vivante à l'intérieur. À part Verudora, bien sûr. Il s'agit d'un monstre connu sous le nom de Serpent Noir. Au début, Rimuro est un peu nerveux, mais d'un seul coup de sa lame d'eau, il vainc complètement ce serpent. Il absorbe ensuite le corps de la créature afin de copier ses capacités et son apparence. Même s'il trouve dégoûtant d'avaler des monstres, le Rimé le fait pour acquérir des pouvoirs utiles. Il se lance à l'assaut des bêtes, vainquant un lézard en armure, un sinistre mille-pattes et une sombre araignée. Après avoir vaincu cette dernière, il débloque l'utilisation de fils collants et de fils d'acier, ce qui lui permet de se balancer dans la grotte. Plus loin, il affronte une chauve-souris géante et débloque des ondes ultrasoniques, qui lui donnent non seulement la capacité de parler. Après avoir passé des semaines à errer dans la grotte, Rimuro arrive enfin devant une immense porte en bois, qui semble être la sortie. Il pense qu'il s'agit d'une porte automatique, mais ce n'est pas le cas. 3 aventuriers apparaissent, prêts à explorer les lieux. Rimuro se cache derrière un rocher et apprend qu'ils sont là pour enquêter sur l'augmentation des attaques de monstres suite à la disparition de Veldora. Grâce à son sens magique, il comprend ce qu'ils disent et pourrait même leur parler. Mais il y renonce de peur d'effrayer ou d'ennuyer les aventuriers. Le groupe d'aventuriers finit par disparaître grâce à la furtivité de leur éclaireur, et lorsqu'ils avancent dans la forêt, le rimeur saisit l'occasion et s'en va. À l'extérieur de la grotte, il aperçoit enfin le ciel après un long moment. Il commence à marcher dans la forêt en pensant à Veldora. Il veut maintenant accumuler un tas d'expériences intéressantes à raconter à son ami lorsqu'ils se reverront, et il ne faut pas longtemps pour qu'une nouvelle histoire commence. Soudain, un groupe de gobelins apparaît sur son chemin. Ils arrivent armés, avec des postures de combat, mais on remarque qu'ils sont beaucoup plus effrayés que prêts à se battre. Ils reconnaissent Rimuro comme quelqu'un d'extrêmement fort, et lorsqu'il va les saluer, il ne se rend même pas compte du volume de sa voix. Et les gobelins, craignant pour leur vie, s'agenouillent à terre. Ils lui expliquent ce qu'ils savent de son pouvoir et lui demandent de baisser le ton. Le timide demande pourquoi ils sont là, et le chef du groupe répond qu'ils ont senti une présence monstrueuse dans les environs. Ce n'est qu'au bout d'un moment que le Crypte se rend compte que la puissante présence dont il parlait, c'est lui-même. Après avoir constaté sa force, les gobelins lui demandent une faveur. Ils emmènent Rimuro dans leur village, où il rencontre un vieil homme faible et malade, et même son fils. Ce village est très humble, et les gobelins révèlent qu'ils considèrent Veldora comme une sorte de dieu, car il protégeait la région des monstres et autres dangers. Mais depuis sa disparition il y a environ un mois, plusieurs attaques ont commencé, et les faibles créatures qu'ils n'ont plus aucun moyen de se défendre, alors ils demandent l'aide de Rimuro. Ils prétendent qu'il n'est pas un simple Slim, et que personne ne le croirait après avoir senti l'énergie qui émane de lui. C'est la première fois que Rimuro entend parler de son aura, alors il utilise son propre sens magique pour s'observer, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'une aura sinistre se dégage vraiment de lui, assez forte pour le faire transpirer. Comprenant la peur des gobelins, il fait semblant de tout savoir et agit comme s'il avait attendu ce moment. Il réprime sa propre aura et dit à l'ancien qu'il voit un certain potentiel dans le village. Le chef lui parle alors des loups géants qui ont attaqué le village et des gobelins qui les ont combattus. Le groupe était mené par Rigur, le fils aîné du chef, qui a donné sa vie pour livrer de précieuses informations sur les loups.
Rigure découvre qu'il ne reste que 60 gobelins prêts à se battre, alors que 100 loups géants sont prêts à les attaquer. D'une certaine manière, il éprouve un peu de compassion pour les gobelins, mais il sait qu'il ne peut pas se compromettre aussi facilement, qu'il doit aussi être prudent et penser à sa propre vie. Il demande alors au vieil homme quel genre de paiement il recevrait s'il acceptait de protéger le village, mais les gobelins n'ont rien de valeur. Le chef s'incline devant lui et lui dit que la seule chose qu'ils peuvent offrir est leur loyauté absolue. Rimuro en est touché et finit par ne pas avoir le courage de dire non à quelqu'un qui place tant d'espoir en lui. Il les prévient alors que personne ne doit désespérer, car il se battra à leur côté et protégera tout le monde à la place de Veldora. Les gobelins sont soulagés et se montrent très reconnaissants, baissant même la tête en signe de respect. Le Rimé rassemble tous les gobelins encore capables de se battre, mais il se rend compte que tous les gobelins sont très faibles. Malgré cela, il tente de les motiver et de les faire s'unir, ce qui fonctionne et suscite encore plus d'admiration de la part de tous. Peu après, il se rend dans le hangar où sont soignés les gobelins blessés. Dès son arrivée, le Rimé lui dit qu'il est temps de s'occuper des blessés. Il avale les gobelins blessés et leur applique des potions de guérison faites à partir des herbes qu'il a déjà absorbées, puis recrache chaque gobelin complètement guéri. Il finit par guérir tous les gobelins blessés, les laissant une fois de plus impressionnés par ses pouvoirs. Avec un nouveau groupe pour l'aider, Rimuro décide d'ériger une clôture et de renforcer la sécurité du village. Plus tard dans la nuit, les loups s'acharnent à détruire l'endroit, mais ils se heurtent aux gobelins qui montent la garde et à une barrière improvisée. Celui qui se trouve devant eux est Rimuro, qui leur dit rapidement que s'ils veulent rester en vie, la meilleure option est de partir. Mais le chef des loups ne le prend pas au sérieux et le prend pour un slim. Il ordonne à son groupe d'attaquer, mais les loups finissent par se blesser sur les fils d'acier que Rimuro a cachés dans la structure. Profitant de l'occasion, les gobelins lancent plusieurs flèches sur les loups blessés et finissent eux-mêmes le combat. Le chef des loups comprend ce qui se passe et se précipite pour tenter d'éliminer Rimuro, mais il se retrouve coincé dans une toile gluante. Puis, grâce à une technique d'épée d'eau, Rimuro met rapidement fin à ses jours. Il propose ensuite un choix aux autres loups. Soit ils se rendent maintenant, soit ils connaîtront une fin tragique comme leur chef. Il s'attend à ce qu'ils choisissent la reddition et partent en courant. Mais contre toute attente, ils s'agenouillent devant le Rimé et l'acceptent comme leur nouveau chef. Le Rimuro consomme le corps de son ancien chef, absorbant les capacités de l'espèce et obtenant également la capacité de se transformer en loup. Peu après, il active la compétence intimidation et pousse un puissant hurlement, donnant au loup la possibilité de s'enfuir. Mais il préfère se soumettre à lui, faisant preuve de respect. Maintenant que l'affrontement est terminé, les grands loups se sont intégrés au groupe de Rimuro et ont même oublié leurs différends avec les gobelins. Comme les deux groupes ont le même nombre de membres, Rimuro décide qu'ils travailleront en binôme. Il veut aussi mieux organiser les choses dans le village, mais il a du mal à communiquer avec les gobelins car aucun d'entre eux n'a de nom. Le chef tente de lui expliquer que même ainsi, ils peuvent se comprendre. Mais Rimuro dit qu'il va leur donner des noms pour que tout soit plus facile. Les lutins sont surpris et excités, comme s'ils venaient de gagner un grand prix. Ils s'alignent devant Rimuro, et le premier à faire la queue est le chef lui-même. Rimuro découvre que son fils aîné est mort au combat. Son fils s'appelait Rigor, il décide donc de transmettre ce nom à son second fils. De plus, il donne son nom au chef et tous deux le remercient chaleureusement. Pour les autres gobelins, Rimuro improvise. Il associe le son gob à toute autre syllabe qui lui vient à l'esprit, créant ainsi des noms comme Gobita, Gobi, etc. Même avec ce système simple, les gobelins sont ravis et Rimuro commence à se sentir malheureux de ne pas avoir trouvé de meilleur nom. Peu après, Rigor se demande s'il n'en fait pas trop en nommant autant de gens. Mais Rimuro, qui n'a aucune idée de ce qu'il vient de faire, lui répond que ce n'est pas grave. C'est maintenant au tour des loups. Le premier en ligne est le fils de l'ancien chef, et Rimuro se rend compte qu'aucun d'entre eux n'est en colère. Il ne voit que des queues qui s'agitent. Il décide de nommer le premier loup de Ranga. Mais dès qu'il le fait, il sent son corps défaillir et sa vision s'obscurcir. Puis il commence à perdre connaissance. Il s'avère que nommer les monstres demande une quantité absurde d'énergie, et c'est exactement ce dont Rigor essayait de le mettre en garde. Mais il n'a pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car le Rimé lui a répondu avant qu'il n'ait pu finir de parler. Sans s'en rendre compte, Rigor utilise toute son énergie et se met en mode récupération, restant inconscient pendant 3 jours. Lorsqu'il se réveille, il tombe sur une très belle gobeline. Elle a un corps très imposant et beaucoup plus grande que la normale. Rimuro lui demande ce qui se passe et Rigor lui explique que les monstres n'ont normalement pas de nom, mais que lorsqu'ils en ont un, ils évoluent. Pendant qu'il explique cela, Ranga fait irruption. Et maintenant il est une sorte de loup mystique avec des cornes, capable d'invoquer des tempêtes juste en remuant sa queue.
Rimuro sort et constate que tous les gobelins ont également évolué. Les mâles se sont transformés en gobelins musclés et les femelles ont acquis un corps humanisé. Et même s'il n'a nommé que Ranga, tous les loups ont évolué ensemble car ils sont liés les uns aux autres et portent le même nom. Ce ne sont plus des loups terribles, mais des loups tempêtes. Une fois le village sous contrôle, Rimuro fixe 3 règles que tout le monde doit respecter. La première est qu'ils ne peuvent pas attaquer les humains. La deuxième est qu'ils ne doivent pas se battre entre eux. Et la troisième règle est qu'ils doivent respecter toutes les autres races. La première règle est la plus importante, car les humains se rassemblent en grands groupes, et s'attirer leur foudre peut entraîner une réaction violente que même le Rimuro ne peut pas gérer. Ensuite, Rimuro répartit les fonctions du village. Il nomme Rigor à la tête des gobelins, qui est ému aux larmes. Les autres gobelins et loups se voient confier des tâches telles que la sécurité, la collecte de ressources et la chasse, mais ils rencontrent encore de grandes difficultés pour se loger et se vêtir, ce qui constitue les prochains défis à relever. Un groupe de gobelins tente de construire une maison, mais celle-ci s'effondre dès qu'ils l'ont terminée. Rimuro fait même remarquer que les nids d'oiseaux sont plus solides que ceux-là. En outre, les vêtements des gobelins sont très courts et mal faits, mais le plus gros problème est qu'il n'y a personne dans le village qui ait les compétences nécessaires pour coudre des vêtements décents. Heureusement, ils ont déjà eu affaire à une race très douée pour la création d'objets divers, en l'occurrence les nains de Duargon, réputés pour être les maîtres de la forge et de la fabrication d'équipements. Rimuro, enthousiasmé par cette idée, décide d'essayer d'entrer en contact avec eux. Il se met donc en route vers la cité des nains, accompagné de quelques gobelins et loups. Gobita, un gobelin qui s'est déjà rendu à Duargon, prend la tête de l'escorte. Rigour et 2 autres gobelins servent d'escorte au Rimé. Pendant le voyage, de nuit, Rimuro pose des questions sur la ville, et Gobita explique qu'elle est située dans un complexe souterrain et super technologique où différentes races comme les humains, les elfes, les nains et autres cohabitent pacifiquement. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Rimuro considère une certaine race comme supérieure, car dès qu'il entend le mot elfe, il devient complètement distrait et ne prête plus attention à rien d'autre de ce que dit le Gobita. Mais le Gobita continue son travail, en disant que Duargon est un endroit où le commerce est libre, et que même des créatures comme les monstres peuvent y circuler. Le roi a imposé une loi stricte interdisant toute forme de combat dans la ville, et la garde locale est suffisamment forte pour tout contrôler. Le voyage dure environ 3 jours, avec les loups comme moyen de transport, et lorsqu'ils atteignent enfin les portes de la ville, nous constatons que le rimeur ne pense qu'aux jolis elfes et qu'il oublie complètement les artisans qu'il voulait rencontrer. Il décide de n'entrer dans la ville qu'avec Gobita, laissant le reste de l'équipe à l'extérieur. Il se retrouve dans une immense file d'attente, et soudain, 2 humains mal intentionnés débarquent, désireux de causer des ennuis, car pour eux, Gobita n'est qu'un faible gobelin, et Rimuro n'est qu'une limace sans défense. Rimuro tente d'arranger les choses pacifiquement, en disant qu'il est un slim pacifique, et qu'il préfère les laisser partir tous les deux, sans leur causer d'ennui. Mais les voyous croient qu'il n'est qu'un monstre inutile de plus et se moquent de lui en le traitant de faible et de ridicule. N'ayant pas le choix, Rimuro active son pouvoir d'imitation et se transforme en une créature géante qui ressemble à Ranga, en un peu plus grand. Les bandits passent à l'attaque avec leurs partenaires, mais la peau de loup de Rimuro est trop résistante et leurs attaques ne font pas une égratignure. C'est alors l'heure de la revanche, et Rimuro pousse un rugissement en utilisant sa technique, ce qui effraie tout le monde. Le problème, c'est qu'il exagère l'effet, ce qui fait que ses ennemis s'enfuient en faisant presque pipi dans leurs pantalons. Même s'il a fait en légitime défense, c'est toujours considéré comme un crime, et les gardes arrêtent les personnes impliquées. En prison, alors que Gobita ronfle bruyamment dans l'une des cellules, le commandant des gardes explique à Rimuro que, comme il n'a pas commencé la bagarre et que c'est la première fois qu'il est impliqué dans une affaire de ce genre, il sera bientôt libéré. C'est alors qu'un des gardes arrive avec des nouvelles urgentes. Il s'avère qu'un monstre s'est introduit dans les mines et que des forgerons ont été blessés et piégés à l'intérieur. Pour ne rien arranger, ils n'ont plus de potion de soin. Rimuro décide d'agir et propose une potion à base de plantes qu'il a ramassée dans la grotte. Le chef de la garde, proche des forgerons blessés, décide de croire en la parole de Slim et se précipite pour aider ses amis avec la potion. Pendant ce temps, Rimuro s'amuse à jouer avec ses fils magiques. Pour s'amuser, il suspend Gobita la tête en bas pendant qu'il continue à dormir. Le chef de la garde revient plus tard, disant qu'il a réussi à sauver les 3 nains et que tout le monde va bien. Il remercie Rimuro, et le commandant tient sa promesse, il le libère de prison, et en guise de remerciement, il propose de présenter Rimuro à un forgeron réputé qui pourra l'aider à résoudre son problème. Il emmène Rimuro se promener dans la ville avec son look steampunk plein d'inventions, jusqu'à ce qu'il rencontre Kejin, un maître forgeron d'armes et le frère aîné du chef de la gare. Par coïncidence, les 3 nains qui ont été sauvés sont également présents et travaillent avec Kejin. Ils racontent à leur patron que les potions de Slim leur ont sauvé la vie, et le forgeron leur en est très reconnaissant. Le Rimé fait alors une demande.
Il veut prendre quelques artisans pour aider son village, mais malheureusement Kejin ne peut pas accepter car il est débordé par une demande urgente. Il a reçu un ordre de Vesta, un ministre arrogant, qui exige qu'il livre 20 épées magiques avant le week-end. Kejin voulait refuser, mais Vesta l'a tellement provoqué qu'il a fini par accepter le défi par pure fierté, ce qui rappelle à Rimuro l'époque où il travaillait dans le monde précédent. Pour ne rien arranger, en plus de manquer de temps, Kejin est à court de matériaux. Il a un besoin urgent de pierres magiques, et s'il ne livre pas les armes à temps, il risque de perdre sa licence de forgeron. Le rimeur se rend vite compte qu'il a justement ce minerai dans son corps. Il rit, recrache le matériau et dit à Kejin de l'utiliser. Mais en fait, la ressource que possédait le rimé est bien plus précieuse qu'elle ne devrait l'être. Le nain demande alors combien coûte cette ressource très rare, mais le rimé ne veut qu'une chose en retour. Il a besoin de ce forgeron pour envoyer quelques bons artisans dans son village, et leur seul but dans son village est d'enseigner à ses habitants quelques techniques artisanales. Kejin accepte rapidement le marché et les nains se mettent au travail, car il leur reste environ 19 épées à fabriquer. Mais avant cela, Rimuro a une idée. Il veut jeter un coup d'œil à l'épée que Kejin a déjà forgée. C'est une épée brillante et impressionnante, capable de refléter l'affinité magique de ceux qui l'utilisent, et Rimuro dit qu'il veut l'observer pendant un moment. Il absorbe la lame et demande à la voix d'en faire une analyse complète, ainsi que d'étudier la possibilité de reproduire des versions en série à l'aide des minéraux qu'il garde dans son estomac. Sans plus attendre, le rimé crée rapidement 20 copies identiques de l'épée, ce qui résout rapidement le problème du Kejin, et les nains ne peuvent que se réjouir en remerciant le rimé. Rimuro hésite même à aller faire la fête, mais il change rapidement d'avis dès que les nains lui annoncent que leur fête se déroulera dans un bar rempli de beaux elfes comme accompagnateurs. Et après avoir entendu cela, il n'y avait pas moyen de refuser. Une fois sur place, Rimé est complètement envoûté par les elfes. Les elfes eux-mêmes le trouvent très mignon et se battent même pour savoir qui l'embrassera le premier. C'est ainsi que Rimuro obtient le combo Slim VIP, et c'est le moment où il est le plus proche d'une vraie fille. Il est complètement sur un nuage et veut que ce moment dans sa vie dure pour toujours. Pendant la fête, l'un des elfes dit qu'elle a le don de lire le destin, et un autre elfe suggère qu'elle trouve son âme sœur. Rimuro commence à se demander si sa partenaire idéale serait une humaine, ou si elle serait aussi une Slim. Lorsqu'il regarde dans la boule de cristal, une femme au trait japonais apparaît, entourée d'une ribambelle d'enfants. En voyant tout cela, Rimuro se rend compte qu'il va avoir beaucoup d'enfants dans ce monde. Soudain, Vesta, le ministre qui a confié à Kejin cette mission impossible, vient tout gâcher. Il vient au pub juste pour provoquer, et d'après ce que l'on voit, il a donné cet ordre absurde juste à cause de sa crise avec le forgeron. De plus, il veut savoir pourquoi tout le monde a laissé Slim entrer dans un bar de luxe. Le rimé se sent même un peu en colère, mais il ne veut pas s'opposer à quelqu'un qui occupe une position importante. Mais Kejin ne supporte pas d'écouter cela tranquillement, car cet homme lui a déjà donné beaucoup de fil à retordre, alors il donne un coup de poing au visage du ministre et l'anéantit complètement. Rimuro s'inquiète de la suite des événements, mais Kejin s'y attendait. Il savait déjà qu'à un moment donné, il serait expulsé de la ville. Il décide donc d'accompagner Rimuro en devenant l'un des artisans de son village. Kejin est arrêté par son propre frère, mais tous deux semblent calmes, comme s'il s'agissait d'un jour ordinaire. Ils sont emmenés dans la cellule, et Gobita ronfle toujours. Les amis de Kejin vont être jugés avec lui, mais il plaisante en disant que tout se terminera par une amende. Au cours de la conversation, Kejin révèle que Vesta et lui ont un certain passé. Autrefois, Kejin était le commandant de nuit du roi, et Vesta était son assistante, une assistante très jalouse. Et lorsque l'un des projets de Vesta a mal tourné, il a rejeté toute la responsabilité sur Kejin, allant jusqu'à utiliser de faux témoignages pour le faire tomber. Malgré tout, Kejin n'est pas rancunier et pense que Vesta n'est pas complètement méchante. Faisant fi du passé, il conclut un accord verbal avec Rimuro, et tous ses alliés décident de l'accompagner. Le jour du jugement, ils sont conduits au Gazelle d'Argo, au roi des nains, réputé pour être juste et courageux. Kejin et les autres se voient attribuer un avocat public, mais ce dernier a déjà été acheté par Vesta et sabote toute l'audience. Rimuro se rend compte que les choses tournent mal et, pour ne rien arranger, le juge décide d'envoyer le groupe aux travaux forcés dans les mines, ce que Rimuro juge tout à fait inacceptable. C'est alors que le roi décide de s'adresser directement à Kejin. Il lui demande s'il veut le servir à nouveau en tant que chevalier, mais Kejin refuse, expliquant qu'il s'est déjà engagé envers Rimuro et qu'il ne rompra pas cet engagement, même sur ordre royal. Le roi reconnaît la valeur de Kejin. Au lieu de le punir, il change complètement sa décision. Il déclare que Kejin sera exilé avec ses compagnons. Et bien que triste, ce choix leur permet d'accompagner Rimuro au village des Gobelins.
Cela fait maintenant un certain temps qu'il est revenu du royaume de Dwargon avec Kejin dans son équipe, et ensemble, ils essaient de faire du village gobelin un endroit meilleur. Kejin travaille comme forgeron, Garmy est responsable des armes et de tout l'artisanat, et Dor s'occupe de la construction. De plus de 500 gobelins sont arrivés, attirés par la renommée de Rimuru, et ils veulent tous être protégés. Il pensa d'abord à les renvoyer, mais lorsqu'il consulta la grande sage, celle-ci lui expliqua qu'au milieu de la guerre entre des espèces plus fortes comme les ogres, les orques et les hommes larges, les gobelins finiraient par être massacrés. Et par pitié, Rimuru décida de les accueillir. Il les nomma tous, puis s'évanouit pendant 3 jours pour reprendre des forces. De plus, le Gobita finit par devenir une sorte d'instructeur spécialisé dans l'invocation des loups de l'ombre. Lorsqu'Hero l'a laissé pendre dans une cellule, il s'est totalement concentré et a pu invoquer son loup. C'est ainsi qu'il s'est libéré et a retrouvé Rimuru, qui était déjà sur le chemin du retour à l'époque. Rigur, quant à lui, a été promu roi des gobelins, ce qui l'a rendu encore plus fort, avec son allure de mâle alpha. Il se présente pour avertir Rimuru de l'arrivée d'intrus dans le village. Il s'agissait d'humains, probablement des espions d'un puissant royaume désireux d'étendre ses terres. Mais il s'avère que c'est le même groupe qui a ouvert l'entrée de la grotte à Rimuru. Parmi eux se trouvait une femme masquée qui était la seule du groupe à savoir vraiment se battre. Elle a vaincu des fourmis monstrueuses qui poursuivaient le groupe, en utilisant des techniques d'épée ainsi que sa magie de feu. Au moment où la dernière fourmi s'apprêtait à bondir, elle connut une soudaine baisse d'énergie. Rimuru apparut alors à point nommé et fit exploser la fourmi avec son nouveau mouvement. Dark Lightning. Son masque s'envole, révélant qu'elle est exactement la personne qu'il a vue dans sa vision à travers la boule de cristal. C'est son âme sœur, et elle s'appelle Shizui, une guerrière très puissante. Malgré le choc initial de voir un Slim parlant, les aventuriers se rendent au village et sont bien accueillis grâce à l'hospitalité de Higuchi. Mais lorsqu'il présente Rimuru comme le chef des gobelins, tout le monde est choqué. Rimuru en profite pour faire une blague que seul Shizui comprend. Cette blague fait référence au monde réel. Une fois qu'il a terminé, tout le groupe le remercie et se présente. Ce beau gosse est le guerrier du groupe, et aussi le chef d'équipe. La blonde est la mage, et le troisième membre a l'air très détendu. Le chef d'équipe explique à Rimuru qu'ils viennent du royaume voisin de Blumur, qui s'inquiète de la disparition de Veldora. C'est pourquoi le chef de la guilde a envoyé le groupe explorer la grande forêt du Jura. Il finit par divulguer plus d'informations qu'il ne le devrait, et Rimuru est satisfait de ce qu'il a entendu, et comprend que pour l'instant, ni ce royaume ni même la guilde ne doivent s'opposer à l'expansion de son territoire. Et comme recevoir des visiteurs est toujours une bonne chose, Rimuru invite tout le monde à passer la nuit ici. Plus tard, il retrouve Shizui seul et se demande si le moment est venu pour lui de lui proposer un rendez-vous. Ils commencent à discuter et il découvre qu'elle vient vraiment du Japon. Elle a été amenée dans ce monde pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle et sa mère tentaient d'échapper aux raids aériens. Rimuru trouve cela très triste. Il dit alors au grand sage qu'il veut faire quelque chose pour rendre Shizui heureuse, et le grand sage a une idée géniale. Rimuru utilise donc sa communication mentale pour lui montrer comment le Japon a évolué depuis la guerre. Elle est ravie, mais elle a une nouvelle crise et remet son masque. Avant que Rimuru ne puisse lui demander quoi que ce soit, Kejin apparaît et le convoque à une réunion importante. Le lendemain, Rimuru retrouve Shizui au même endroit qu'auparavant et lui demande si elle a apprécié de le voir. Il lui dit qu'elle peut rester là aussi longtemps qu'elle le souhaite, mais elle répond qu'elle doit partir à la recherche de l'homme qui l'a convoqué et mettre les choses au clair avec lui. De plus, elle a peur de causer des ennuis aux villageois. Lorsque Rimuru et le reste de l'équipe sont prêts à leur dire au revoir, les filles mettent beaucoup plus de temps à se préparer que les garçons. Shizui se met soudain à agir de façon étrange, et ses symptômes deviennent de plus en plus forts. Elle commence à gémir et à se tordre de douleur, jusqu'à ce que son masque se brise dans une énorme explosion de puissance. Une colonne de feu apparaît, couvrant le ciel de fumée, et Shizui commence à flotter comme si elle était possédée. Son corps finit par être englouti dans des flammes intenses, et les aventuriers réalisent qu'elle s'appelle en réalité Shizui Ezawa, une héroïne légendaire connue sous le nom de Conquérante des Flammes. Elle a atteint la fleur de l'âge il y a une 50aine d'années et aurait dû prendre sa retraite depuis. Le problème, c'est qu'elle ne contrôle plus son pouvoir. Rimuru ordonne à Rigurd et Gobita d'évacuer tout le monde du village. Il ordonne également à Ranga de se tenir prêt, car le combat semble désormais inévitable. Lorsque le masque tombe pour de bon, Shizui perd tout ce qui lui reste de raison. Elle résistait, mais a fini par se transformer en Ifri lui-même, l'esprit du grand feu, qui était en fait la véritable source de son pouvoir. Les aventuriers pensent qu'ils vont mourir sur place, et c'est normal. Ifri invoque 3 salamandres volantes qui mettent le feu au village récemment construit par Rimuru et ses alliés. Rimuru leur demande même de fuir, mais les aventuriers préfèrent rester. Même au risque de mourir,
Il préfère rester et tenter de libérer la légendaire Shisui de l'esprit qui la domine. Avant le début du combat, Rimuru tente de parler à Leafy, lui demandant ce qu'il veut, mais l'esprit ne veut pas parler et commence à l'attaquer. Rimuru tente de contre-attaquer, mais sa lame d'eau s'évapore avant qu'il n'arrive à proximité. Les aventuriers tiennent l'une des salamandres, et Rimuru fait appel à Ranga pour tenter d'abattre les deux autres. Il les attaque à nouveau avec sa lame d'eau, mais son attaque n'a aucun effet, et s'il utilise trop d'eau à la fois, il risque de créer une explosion de vapeur qui détruira tout ce qui se trouve à proximité, y compris ses propres amis. Donc il ne peut pas le faire. Il se rend alors compte que la lance de glace d'Eren a un effet sur les salamandres, et le grand sage l'avertit que les attaques magiques fonctionnent bien contre ce type d'esprit. Rimuru a une idée et demande à Eren de lancer sa magie vers lui. Bien qu'un peu réticente, elle lui obéit. Rimuru consomme alors sa magie, analyse sa composition, et finit par acquérir la capacité d'utiliser le même type de magie. Il utilise alors le même sort, mais de manière plus intelligente et plus puissante. Il parvient à abattre deux salamandres d'un seul coup. La dernière salamandre décide de se sacrifier comme kamikaze et s'autodétruit sous les yeux des aventuriers. Heureusement, le chef du groupe parvient à protéger ses compagnons de l'impact, et maintenant que tout le monde en a assez fait, Rimuru ordonne à Ranga d'emmener le groupe en lieu sûr. Une fois cela fait, Rimuru se retrouve seul face à Ifri, enfin capable de se battre sans se retenir. L'esprit du feu commence à invoquer des répliques faites de flammes et crée un champ de lave autour de Rimuru, essayant de le faire fondre complètement. Rimuru élimine les clones à l'aide de ses stalactites, mais se rend compte qu'il est déjà pris dans le piège d'Ifri, qui active un coup appelé cercle enflammé. Cette attaque est extrêmement puissante, et Rimuru se désespère, pensant que sa courte et merveilleuse vie de Slim va s'arrêter là. Mais il ne ressent aucune douleur, et je lui demande pourquoi. Le grand sage m'explique alors qu'il est résistant aux variations de température, ce qui signifie que toute attaque de feu est automatiquement annulée. Profitant de cette tournure du combat, Rimuru lie Ifri avec des fils d'acier qui ont une résistance magique au feu. Il affronte ensuite l'esprit du feu et le nargue en lui disant qu'Ifri l'a sous-estimé et qu'aucune de ses attaques n'a eu d'effet. Puis, pour mettre fin au combat une fois pour toutes, Rimuru active sa capacité unique de prédateur et avale Ifri tout entier, libérant ainsi Shisui de son influence. À l'intérieur du corps de Rimuru, Ifri panique lorsqu'il se retrouve face à face avec Veldora, qui est prête à devenir son prochain adversaire. Pour ne rien arranger, Shisui est très affaiblie par tout ce qui s'est passé. Elle se repose maintenant auprès de Rimuru, qui l'accompagne pendant sa convalescence. Elle le remercie de l'avoir sauvé et de l'avoir empêché de blesser ceux qu'elle aime. Et en guise de remerciement, elle décide de lui raconter son histoire afin qu'il se souvienne d'elle. Elle commence par lui raconter le jour où son village a été incendié. Alors qu'elle tentait de fuir avec sa mère, elle a été entourée par les flammes et s'est retrouvée face au seigneur Démon Lion, un homme extrêmement puissant au regard glacial et cruel. Le lion a cru qu'elle était morte et a considéré qu'il s'agissait d'une tentative d'invocation ratée. Mais lorsqu'il a remarqué qu'elle était toujours en vie, même avec des brûlures au 3e degré, il a cru qu'elle avait une compatibilité avec l'élément du feu. C'est alors qu'il invoqua l'Ifri et força l'esprit à s'emparer du corps de la jeune fille. Le lion testa sa nouvelle arme lorsqu'un homme-oiseau stupide tenta de l'attaquer. L'homme voulait devenir un seigneur démon, alors, sur l'ordre du lion, l'Ifri prit le contrôle du corps de Shisui et incinéra complètement l'ennemi sans laisser de traces. Impressionné par le résultat, le lion décida de la nommer Shisui et en fit son assistante sans qu'elle ait le choix de son destin. Dans la résidence du seigneur des démons, elle avait un ami, un autre être invoqué comme elle. Ensemble, elles trouvèrent et adoptèrent un nardo doré. La vie semblait paisible pendant un certain temps, jusqu'au jour où son ami a amené leur nardo dans la résidence, et leur nardo a fini par grogner contre le lion. Considérant le petit comme une menace, l'Ifri prit à nouveau le contrôle de Shisui et incinéra l'animal et son ami. Lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait, Shisui fut profondément ébranlée, mais elle continua à servir le seigneur démon, dont elle était l'assistante la plus proche. Jusqu'au jour où le héros apparut et où le lion s'enfuit, laissant Shisui derrière lui. Elle tenta de combattre le héros, mais perdit facilement. Cependant, au lieu de mettre fin à sa vie, le héros lui offrit un réconfort émotionnel, lui disant qu'elle était maintenant en sécurité. Le sentiment que Shisui avait enfoui en elle est revenu, et elle s'est mise à pleurer. Le héros l'adopta comme pupille et lui donna même un masque magique, qui augmenta sa résistance et maintint l'Ifri sous contrôle à l'intérieur d'elle. Grâce au masque et aux enseignements du héros, Shisui comprit mieux ce nouveau monde. Elle apprit à contrôler partiellement le pouvoir de l'Ifri et devint une sorte de héros, aidant ceux qui en avaient besoin. Mais le héros finit par disparaître sans laisser de traces, promettant seulement de revenir un jour. Pour faire face à son absence, Shisui décida de se consacrer encore plus à l'aide aux gens, et au fil du temps, elle fut reconnue comme une nouvelle héroïne. Cependant, les années passent,
Elle vieillit et il devient de plus en plus difficile de contrôler Ifrit. Elle décida donc de prendre sa retraite et consacra sa vie à s'occuper d'enfants venus de l'autre monde. Elle aimait enseigner et menait une vie tranquille. Nombre de ses élèves obtinrent leur diplôme et poursuivirent leur chemin. L'un d'eux devint même maître de guilde, chargé de veiller sur toutes les organisations du pays. Alors que les élèves devenaient indépendants et que les Ifrits devenaient de plus en plus difficiles à contenir, Shizui quitta son poste d'enseignante et se lança dans sa dernière mission. Retrouver celui qu'il avait invoqué et mettre fin à sa race. Cette quête l'a menée jusqu'ici, aux côtés de ces aventuriers pleins de vie. Elle demande à Rimuru quel est son vrai nom, et lui révèle également le sien. Elle lui demande ensuite de la dévorer, comme il l'a fait avec la malédiction. Elle ne se sent pas liée à ce monde, mais elle ne le déteste pas au point de vouloir le détruire. C'est pourquoi elle ne veut pas laisser de traces après sa mort, elle veut juste se reposer dans le Rimuru. Cependant, le Rimuru accepte sa demande et décide de poursuivre le voyage qu'elle a laissé inachevé. Avant de partir, Shizui révèle qu'elle voulait probablement que le lion, l'un des plus puissants seigneurs démons, la reconnaisse en tant qu'humaine. Elle voulait aussi savoir s'il existait un moyen de renvoyer les enfants qui avaient été amenés dans ce monde dans leur propre monde, mais malheureusement, elle était déjà trop faible et ses forces diminuaient très vite. Finalement, Rimuru jure qu'il ira chercher les réponses auprès de ce seigneur démon-lion, et Shizui lui est reconnaissante d'avoir promis de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Shizui finit donc par mourir, et son corps vieillit rapidement et devient de plus en plus fragile. Rimuru utilise alors sa capacité exclusive de prédateur pour absorber son âme sœur, dans l'espoir qu'elle puisse reposer en paix et faire des rêves heureux pour toujours à l'intérieur de lui. Et en effet, Shizui parvient à rêver d'être aux côtés de sa mère, et de vivre une vie paisible dans son monde d'alors. Peu après, les aventuriers et Igurdi se rendent sur place pour voir comment va Shizui. Mais ils finissent par rencontrer un autre personnage. Igurdi et Anga comprennent tout de suite qu'il s'agit de Rimuru, mais les aventuriers sont un peu décontenancés, car voir une personne aux cheveux bleus, qui ressemble en tout point à Shizui, et qui en plus pleure, ne correspond pas à l'image qu'ils se faisaient du Slim. Rimuru leur explique alors tout. Il leur raconte comment Shizui est morte et lui a demandé de dévorer son corps et de reprendre son but dans la vie. Le groupe d'aventuriers est ébranlé, mais lorsque Rimuru dit que Shizui pensait qu'ils étaient une bande d'insouciants qui s'attiraient toujours des ennuis, ils commencent à discuter entre eux et l'atmosphère pesante se dissipe. Les aventuriers décident alors d'aller rapporter tout ce qu'ils ont découvert sur la grande forêt. Ils promettent de répandre de bonnes nouvelles sur cet endroit et sur le limon qui le dirige, mais avant de partir, il demande à Rimuru de reprendre forme humaine, afin de pouvoir remercier Shizui à travers lui. À ce moment-là, Rimuru se rend compte que leur équipement est terrible et il décide de leur offrir un cadeau d'adieu. Les aventuriers sont ravis de recevoir une armure très coûteuse qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir. Ils sont encore plus surpris d'apprendre que ce sont les légendaires forgerons qui ont fabriqué l'équipement. Ils retournent ensuite à la guilde, et Rimuru prend le temps de rendre un dernier hommage à son âme sœur, qui vient de mourir. Il a promis à Shizui de partir à la recherche du lion pour obtenir plus de réponses, et d'une certaine manière, il a l'intention de tenir sa promesse. Mais avant de franchir cette étape, il a besoin de mieux comprendre comment les choses fonctionnent dans ce monde. Il doit découvrir qui commande qui, comment le pouvoir est réparti, et bien sûr, continuer à développer son village et devenir de plus en plus fort. Après le chaos causé par la bataille contre l'esprit enflammé Infli, qui se trouvait à l'intérieur de Shizui, les gobelins se sont mis au travail pour reconstruire le village. Keijin et les trois frères nains se joignent aux gobelins pour construire des maisons, fabriquer des vêtements et produire tout ce qui est nécessaire, tandis que Rigur et les autres chefs gobelins réfléchissent à des stratégies pour organiser l'endroit correctement. Pendant ce temps, Rimuru profite de la vie. Après tout, ses alliés font du bon travail sans qu'il ait à s'occuper de tout, et maintenant il n'y a qu'une chose qu'il veut faire, et pour cela il espère qu'on le laisse tranquille. Ainsi, une fois dans sa maison, il crache le masque que portait Shizui, et après l'avoir réparé, il se promet de le garder précieusement, et grâce à son pouvoir d'imitation, il prend l'apparence de Shizui, à la seule différence de ses cheveux bleus. Il passe un test pour vérifier s'il peut contrôler son corps correctement et si tous ses sens humains fonctionnent correctement. Même s'il est heureux d'avoir un corps humain maintenant, il trouve plus confortable de rester sous la forme d'un slim. Puis il a un doute et demande au grand sage si, après avoir absorbé l'Ifrit, il pourra utiliser sa capacité à créer des clones. Le grand sage répond que oui, il peut utiliser tous les pouvoirs de l'esprit du feu. Rimuru crée donc un clone de lui-même, et se retrouve face à une copie parfaite de Shizui. Il est un peu confus, le clone est beau, mais il commence à se demander si c'est un garçon ou une fille. Lorsqu'il vérifie, au lieu de voir quelque chose d'utile, Rimuru découvre quelque chose de surprenant. Il n'a pas de sexe,
Ce qui est logique, puisque lorsqu'il était un slim, il n'avait pas non plus de sexe défini. Il l'accepte calmement et s'habille, puis il demande au grand sage ce qu'est cette fumée noire qui est apparue lorsqu'il a créé le clone. Le grand sage lui explique que cela se produit lorsque quelqu'un utilise la magie pour créer quelque chose qui dépasse sa taille naturelle, ce qui sidère Rimuru. Il commence à se demander s'il peut créer une version adulte de lui-même. Il essaie et à sa grande surprise, il réussit. Il découvre alors que dans le futur, il sera un homme très séduisant. Et comme il peut modifier son corps à volonté, il décide de passer d'une version masculine à une version féminine. Mais il s'arrête avant de voir quelque chose de plus intime. Il s'avère que même s'il est vierge depuis 32 ans, il a encore assez de sang-froid pour ne pas fixer une version féminine adulte de lui-même, qui est d'ailleurs identique à Shisui. Peu après, Rigurd arrive avec un rapport, et au milieu de la conversation, Rimuru réalise quelque chose. Maintenant qu'il a un corps humain, il peut goûter des choses et enfin goûter de la nourriture délicieuse. Depuis sa naissance, il n'a rien goûté et ne pense qu'à des plats délicieux en se promenant dans le village, où il rencontre Rigurd, Gobita et les autres membres du groupe de chasseurs. Il leur propose de chasser des animaux appétissants, car il veut partager un repas avec eux. Soudain, Gobita regarde la poitrine de Rimuru et lui demande si elle va grossir s'il mange, et après avoir dit cela, il reçoit un coup de pied retourné qui le fait tomber. Le Rigurd promet de mettre le Gobita au pas, et il fait remarquer qu'il y a eu une pénurie de proies ces derniers temps, car de nombreux animaux sauvages ont fui la région. Rimuru se méfie et décide d'envoyer Ranga avec d'autres chasseurs au cas où ils auraient besoin de renforts. Entre-temps, il décide de se rendre dans la grotte où son ami Veldora a été enfermé, afin de tester la capacité de dégénérescence qu'il a acquise en dévorant Shisui. Comme cette compétence avait une grande valeur pour Shisui, Rimuru veut l'utiliser à bon escient, et il finit par acquérir une nouvelle technique supplémentaire appelée Flamme Noire, une compétence incroyablement puissante. De plus, le masque laissé par Shisui avait la capacité de supprimer la magie, et dès que Rimuru le met, le grand sage l'informe que l'aura qu'il émettait a été complètement neutralisée, de sorte qu'une personne ordinaire ne verrait en lui qu'un simple humain. Soudain, il reçoit une alerte télépathique de Ranga, l'avertissant qu'une urgence est survenue. Sans perdre de temps, Rimuru se précipite dans la forêt, où il voit le Gobita attaqué par un épéiste vêtu de blanc, alors qu'au même moment les autres gobelins et les loups sont déjà évanouis sur le sol. Devant lui se trouvent deux hommes avec des cornes, l'un rouge et l'autre blanc. Comme Rimuru n'a aucune idée de qui ils sont, je vais les identifier ici pour vous par leur seule couleur. Alors qu'il s'approche de deux ennemis, il aperçoit Ranga face à deux autres de la même race. Mais au moment où il s'apprête à intervenir avec une attaque, un mur de feu bleu apparaît, lancé par une autre fille de la même espèce. Ce mur lui barre la route, et Ranga se bat également contre une femme. Mais Rimuru décide de le rappeler pour qu'il le rejoigne. Rimuru reçoit des excuses, car malheureusement les ennemis sont forts, et l'un d'entre eux sait même utiliser la magie. Les 6 êtres cornus sont maintenant réunis, et Ranga révèle qu'il s'agit d'ogres, l'une des espèces les plus puissantes de la forêt. Mais à la surprise de Rimuru, ils ne ressemblent pas du tout aux ogres qu'il connaissait dans les films ou les jeux vidéo, ils sont beaucoup plus sophistiqués et portent même des épées japonaises. Rimuru tente d'établir un dialogue avec eux, disant qu'il n'y a pas de raison de se battre, que les ogres sont vraiment plus forts que les gobelins, mais que ni Gobita ni Ranga n'ont subi de blessures graves, et que le reste du groupe vient d'être endormi par la magie. Alors que Rimuru pense pouvoir tout résoudre pacifiquement, les ogres commencent à l'insulter, le traitant de démon et exigeant qu'il révèle qui il est vraiment. Leur prince est plus agressif et affirme qu'aucun humain ordinaire ne serait capable de diriger autant de monstres. Il affirme également que la véritable identité de Rimuru a déjà été découverte grâce au masque. Rimuru veut tout expliquer, mais le chef des ogres refuse d'écouter, déjà convaincu qu'il a participé à la récente attaque du village des ogres. N'ayant pas d'autre choix, Rimuru ordonne à Ranga de combattre l'ogre qui utilise la magie, mais il lui demande de ne pas la blesser pendant qu'il va s'occuper des autres. Ranga se méfie de l'idée que Rimuru se batte seul contre 5 ogres, mais Rimuru est persuadé qu'il réussira. Le chef des ogres rabaisse Rimuru en disant qu'il n'est qu'un imbécile sûr de lui. Il s'élance alors de toutes ses forces, mais son épée ne touche pas Rimuru, qui s'est déplacé rapidement pour faire face au grand homme au marteau. Au moment où ce dernier s'apprête à frapper, Rimuru libère son souffle paralysant, ce qui l'endort instantanément. Immédiatement après, la femme anonyme tente de l'attaquer par derrière, mais il parvient à l'esquiver, bien qu'il soit distrait par sa grande taille. Même avec une distraction très importante, il utilise ses fils de scellement pour l'immobiliser, et avant que l'ennemi ne puisse le frapper, il brise l'épée de l'adversaire avec sa compétence d'armure corporelle, puis le projette au loin avec un jus de fruits. Il ne reste plus que le chef et l'ogre rouge. Le vieil ogre épéiste cite alors une à une toutes les capacités que Rimuru vient de démontrer, et révèle également les noms des créatures qui possèdent ces capacités.
Il prévient ensuite son chef que le Rimuru pourrait avoir d'autres techniques cachées. Rimuru se rend compte que ce vieil homme représente une grande menace, mais il préfère encore parler. Maintenant qu'il a montré sa force, il demande à nouveau à tout le monde de cesser de se battre, mais le chef des ogres est encore plus convaincu que Rimuru est un allié des orques qui ont détruit son clan, et il pense que Rimuru est impliqué dans une sorte de conspiration démoniaque. Rimuru tente de dissiper la confusion avec le chef, mais soudain, le vieil ogre lance une attaque surprise et frappe Rimuru, qui heureusement ne perd qu'un bras au lieu d'avoir la tête tranchée. Le vieil homme réussit à utiliser sa perception magique pour percer les défenses de Rimuru et lui sectionner le bras, mais il n'est toujours pas satisfait du résultat. Le chef des ogres croit alors qu'ils ont de bonnes chances de sortir vainqueurs, mais Rimuru prend sa propre main coupée et l'absorbe dans son corps, ce qui la régénère en un instant. Il regarde alors directement les ogres et leur demande s'ils croient encore pouvoir gagner la bataille. Le chef des ogres s'élance sur lui en utilisant son attaque spéciale, en l'occurrence les flammes d'un ogre, mais Rimuru est immunisé contre le feu, il ne subit donc aucun dégât et repousse facilement l'assaut. Il reconnaît même les efforts des ogres, disant qu'il les a sous-estimés, mais qu'il va maintenant devoir leur donner un avant-goût de ce dont il est capable. Rimuru retire alors son masque et dégage une aura si intense et effrayante qu'elle laisse tout le monde sous le choc. Peu après, il révèle l'une de ses nouvelles techniques, la flamme noire. Il fait apparaître un sort de feu noir tourbillonnant, laissant tout le monde stupéfait, car cette flamme provient directement de son pouvoir, et la taille absurde des flammes reflète à quel point il est puissant. Et comme si cela ne suffisait pas, Rimuru décide de montrer une autre de ses capacités. Il invoque un rayon noir qui écrase un rocher géant sans le moindre effort. Une fois cela fait, il fait face aux ogres et leur demande s'ils sont prêts à abandonner ou s'ils veulent continuer à se battre. Le chef des ogres commence à s'inquiéter de cette situation, et le vieil ogre tente de le convaincre de prendre la princesse et de s'enfuir, en lui promettant de donner sa vie pour repousser l'ennemi. Mais l'ogre rouge, en tant que chef, dit qu'il ne peut accepter ce genre d'ordre de qui que ce soit. Il reconnaît qu'il n'a aucune chance contre Rimuru, mais en tant que chef du clan, il estime qu'il doit faire quelque chose pour ceux qui sont morts, et il décide donc de se battre jusqu'au bout, même s'il doit mourir. Le plan de Rimuru pour effrayer ses ennemis se retourne contre lui, et avant que le chef des ogres ne puisse faire une folie, l'ogre à la robe rose, sa sœur, apparaît devant lui, disant qu'ils se sont peut-être trompés sur le véritable ennemi. Le chef des ogres écoute sa sœur et décide de demander directement à Rimuru qui il est vraiment. Rimuru répond simplement qu'il n'est qu'un baveux. Il reprend alors sa forme originelle et grimpe sur le dos de Ranga. Il dit aussi que son masque doit être différent de celui que portait le démon qui a détruit leur village, et les ogres réalisent enfin l'erreur qu'ils ont commise. Le chef des ogres s'agenouille devant Rimuru et lui demande pardon. Et comme tout est clair, Rimuru invite les ogres à visiter son village et à participer au banquet qui aura lieu plus tard. Ils sont un peu hésitants, mais il leur assure que personne n'a été blessé et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Après avoir soigné leurs blessures et être parti à la chasse aux ingrédients pour le dîner, Rimuru revient au village avec les ogres et les gobelins. Il demande à l'ogre de tête comment il s'appelle, et celui-ci lui répond qu'aucun d'entre eux n'a de nom, ce qui rappelle à Rimuru quelque chose d'important. Dans ce monde, les monstres ne naissent généralement pas avec un nom. La fête commence le soir, et le premier plat est servi à Rimuru, que les gobelins regardent avec anxiété, attendant sa réaction. Lorsqu'il goûte le plat, qui ressemble à une petite broche, il est complètement satisfait et excité. C'est la première fois qu'il goûte quelque chose depuis son arrivée dans ce nouveau monde, et c'est seulement maintenant qu'il sent qu'il peut vivre une vie normale, même s'il est entouré de monstres. Tout le monde commence à faire la fête, et certains des subordonnés de Rimuru sont assis à côté des deux chefs ogres, écoutant le récit tragique qu'ils ont à faire. Ils expliquent qu'ils ont été attaqués par des orques, ce qui, dans la logique de ce monde, n'a aucun sens. Les orques sont des créatures ressemblant à des cochons, beaucoup plus faibles que les ogres. Il était donc inconcevable qu'ils aient le courage d'entamer un conflit avec quelqu'un de plus puissant. Mais l'attaque vint, et elle vint fort. Ils mirent le feu au village des ogres pendant la nuit, accompagnés de toute une armée bien armée et portant des armures. Ils étaient accompagnés d'un puissant démon masqué, ce qui explique que les ogres aient pris Rimuru pour lui. Le soupçon le plus plausible est que les orques se sont alliés à un seigneur démon et que, par conséquent, sur les 300 ogres existants, seuls 6 ont survécu. Rimuru entend cette histoire et se rend auprès du groupe pour demander au chef des ogres ce qu'il compte faire maintenant. Le chef dit qu'il ne pense qu'à se venger et qu'il veut renforcer son groupe pour aller chercher les orques et ce démon, mais il avoue qu'il ne sait pas par où commencer et se rendant compte que le chef des ogres est perdu, Rimuru lui propose quelque chose de très intéressant. Il leur demande s'ils veulent devenir ses subordonnés. Il dit qu'au moins, cela garantira de la nourriture, des vêtements et un abri pour tout le monde. Le chef des ogres pose une question. Il se demande si cela ne mettrait pas le village des gobelins en danger. Mais Rimuru y a déjà pensé,
Et pour lui, si des milliers d'orques détruisent des villages, il est fort probable que le sien sera bientôt attaqué. C'est pourquoi il est essentiel d'augmenter sa force et le nombre de ses combattants. Rimuru prévient qu'il se battra avec les ogres si quelque chose arrive. En réponse, le chef des ogres dit qu'il a besoin de réfléchir et part dans la forêt pour réfléchir, car le sort de son peuple est entre ses mains maintenant. Le lendemain, il revient et dit que les ogres sont une race de guerriers et qu'il ne voit pas d'inconvénient à servir quelqu'un de plus fort, à la seule condition qu'après avoir vaincu le chef des orques, ils puissent choisir leur propre voie. Si cette condition est remplie, le chef des ogres est prêt à accepter l'offre de devenir le subordonné de Rimuru. Rimuru se rend compte que le chef des ogres prend une très lourde responsabilité en prenant cette décision. De plus, le chef des ogres a peur de le regretter plus tard. Il va donc faire de son mieux pour que tous les ogres aient une vie agréable. Il convoque donc tous les ogres dans sa chambre avec l'intention de leur donner un nom, pour symboliser qu'ils font désormais partie de son groupe. Tout le monde est surpris qu'il veuille donner un nom à chacun d'entre eux, même après que la princesse ogresse l'ait mis en garde contre le danger qu'il y a à donner un nom à des monstres de haut niveau. Rimuru ne tient pas compte de cet avertissement, car il pense maintenant avoir bien compris la perte d'énergie magique, et comme cette fois-ci il n'y a que 6 ogres, il pense qu'il n'y aura pas de problème. Rimuru commence donc à donner les noms, et peu après, il entend 2 voix féminines qui se disputent pour savoir qui va s'occuper de lui. Il ouvre les yeux et voit 2 mini-slims allongés sur son corps gélatineux. Ne comprenant toujours pas ce qui se passe, il demande qui elles sont. C'est alors que le prince ogre apparaît et lui explique qu'après avoir reçu le nom de Benimaru, il s'est transformé en Kijin. Rimuru se rend alors compte qu'il s'est évanoui en nommant les ogres. Il demande alors au grand sage ce que sont ces Kijins, et celui-ci lui explique qu'il s'agit d'une sous-espèce rare qui est apparue parmi les ogres, ce qui est une bonne nouvelle pour lui car il est en train de former une armée. Benimaru avait l'habitude d'être de couleur rougeâtre, mais il a maintenant l'air plus petit. En revanche, il est nettement plus fort. La princesse ogresse aux cheveux roses a maintenant Purshuna, et elle est encore plus belle. L'ogre qui tient Rimuru s'appelle Shion, et Rimuru a déjà approuvé 2 de ses traits de caractère. Juste derrière se trouve le vieil ogre blanc, celui-là même qui a coupé la main de Rimuru. Il s'appelle maintenant Akuro, et il a l'air beaucoup plus jeune. Puis nous rencontrons Seuil, l'assassin silencieux typique. Le grand sage explique ensuite à Rimuru que nommer des monstres de haut niveau demande beaucoup d'énergie, ce qui explique pourquoi Rimuru s'est évanoui après en avoir nommé 6. Le 6e ogre, Kurob, est déjà devenu un apprenti du Keijin. Et lorsque Rimuru va le saluer, il est un peu soulagé de voir quelqu'un d'un peu normal parmi tant de beaux visages. C'est une chose qui touche beaucoup Rimuru, car il était lui-même quelqu'un qui avait l'air tout à fait ordinaire. Rimuru observe Akuro en train d'entraîner les jeunes gobelins au sabre, mais Akuro a la peau dure et finit par frapper durement les élèves. C'est la faute du Gobita, qui s'est excité en disant qu'il voulait apprendre à manier une épée. Ensuite, Rimuru parle à Benimaru de ce seigneur orc, un orc rare qui n'apparaît que de temps en temps parmi les orques. Cela peut sembler exagéré, mais on dit qu'un seigneur orc a la capacité d'imposer la peur même à ses propres alliés, ce qui fait de lui un chef très efficace. En effet, les orques qui ont attaqué leur village ne se sont même pas souciés de la mort de leurs propres camarades, et Benimaru est convaincu qu'il y avait un seigneur orc derrière tout cela, qui commandait tout. Rimuru demande s'il y a un autre motif derrière cette attaque, et Benimaru lui dit qu'il y a quelques mois, un démon est apparu dans le village pour lui proposer un nom, mais que tout cela sonnait comme des conneries. Alors il a refusé, disant au démon de doubler le nom, de le multiplier par 2 et de le donner à quelqu'un d'autre. Ce démon masqué est parti en disant qu'ils étaient désormais maudits, et Benimaru soupçonne qu'il lui en veut encore. En tout cas, il n'était pas question pour lui d'accepter un nom de la part d'une personne aussi suspecte, et Rimuru est même un peu gêné et demande le nom du démon. Mais Benimaru ne s'en souvient pas. C'est à ce moment que Seuil sort de l'ombre et dit qu'il s'appelle Gelmin, et en y réfléchissant bien, Rimuru se souvient que Gelmin est celui qui a nommé le frère de Rigu, et il se demande si ce Gelmin continue à parcourir le monde en donnant des noms aux monstres juste parce qu'il aime ça, ce qui, entre vous et moi, est un passe-temps assez bizarre. Seuil apporte également de nouvelles nouvelles. Il a repéré des hommes Largato, une race très puissante qui vit dans les marécages de la forêt. Il en a vu qui se rendaient dans un village gobelin voisin pour négocier, et il pense qu'il est tout à fait possible qu'ils apparaissent ici aussi. Après quelques jours de cohabitation avec Rimuru, les ogres se sont pleinement intégrés à la vie du village. Shinda explique aux frères nains le processus de tissage de la soie de la teigne de l'enfer, et c'est alors que Shion arrive en portant Rimuru dans l'atelier. Elle s'était déjà proclamée sa secrétaire, et comme Rimuru ne s'y est pas opposée, elle est restée dans cette position. Mais cela a fini par générer une certaine dispute entre les 2 Kidins, car elles veulent toutes 2 passer le plus de temps possible à ses côtés. Les 2 femmes commencent à tirer sur lui comme si elles étiraient le fromage sur une pizza, et pendant ce temps, les hommes regardent les 2 femmes se battre pour un type qui n'est même pas de la même race qu'elles, mais qui réussit à s'occuper d'elles 2 en même temps. C'est du moins ce qu'ils pensent. Shion emmène Rimuru au réfectoire où se trouvent Benimaru et les autres, et lorsqu'il découvre qui a préparé le repas,
les souvenirs traumatisants de chacun refont surface. Seuil s'enfuit simplement en disant qu'il doit jeter un coup d'œil, et Rimuru, maintenant sous sa forme humaine, remarque que Benimaru a des sueurs froides, et Rimuru commence à soupçonner que Shion n'est peut-être pas douée pour la cuisine, même si elle est fière des plats qu'elle prépare. Lorsqu'elle arrive avec l'assiette, qui est dans un état lamentable, Rimuru confirme rapidement ses soupçons. Shion insiste pour que Rimuru goûte tout de suite, et Benimaru évite même de le regarder dans les yeux, tandis que Akuro disparaît tout bonnement. Alors qu'il goûte la première cuillerée, pensant qu'au moins il n'en mourra pas, Rimuru aperçoit l'affreuse mixture qui lui sourit. Tout en sueur, il finit par obtenir un gros conseil pour mettre sa cuillère de côté, forçant ainsi le Gobita à manger, et le goût s'avère tout aussi terrible que l'apparence, et le Gobita commence à s'étouffer et à se tordre de douleur. Il devient violet et s'évanouit, la bouche écumante. Rimuru dit donc à Shion que la prochaine fois qu'elle cuisinera, il vaudrait mieux qu'elle demande à Benimaru d'essayer et de s'assurer que tout va bien. Il espère que le chef prendra les bonnes décisions pour éviter d'autres pertes, comme celle de Gobita. Il se rend ensuite auprès de Keijin et de Kurobu, mais ils sont tous deux tellement plongés dans leur travail qu'il ne peut même pas s'immiscer. Mais il est bientôt contraint d'agir et de résoudre le problème. Rimuru profite alors de l'occasion pour annoncer qu'il a reçu un messager des hommes de Largato, et les ogres évolués les escortent jusqu'au village. Lorsqu'ils arrivent à l'extérieur du village, les hommes Largato commencent une présentation militaire, annonçant l'arrivée de leur chef, appelé Gabiro, un jeune Largato fier, tout en démonstration et un peu naïf. Il fait ce qu'il croit être une entrée incroyable et dit que les gobelins ont maintenant l'honneur de servir sous son commandement, car il est un leaderman renommé et le futur chef de sa tribu. Rimuru commence à être agacé par leur présentation, mais Shion l'est encore plus et commence à grincer des dents. Il lui demande de se calmer. En réponse à la demande des hommes de Largato, Rigud argumente que cette demande est un peu trop soudaine. Mais Gabiro, imbu de sa personne, commence à parler de la menace de l'armée orque qui attaque la forêt. Il dit que son but est de protéger les plus faibles et que c'est pour cela que tout le monde doit se joindre à lui. Il remarque alors Rigud et les deux imposants ogres. Puis il voit la présence d'un guerrier frappant, et après avoir vu tant de gens forts, Gabiro fait remarquer à ses soldats qu'il n'y a pas de gobelins ou d'êtres faibles ici. Rimuru pense qu'une alliance avec les hommes de Largato serait utile aux deux parties. Mais lorsqu'il rencontre ce messager arrogant, il commence à repenser à cette idée. Pour Rimuru, avoir un tel allié est peut-être pire que d'affronter seul un ennemi puissant. Gabiro change alors de discours et dit qu'il a entendu parler des gobelins qui ont apprivoisé les loups géants. C'est à ce moment que Xion perd définitivement patience et que Benimaru sourit, demandant à Rimuru la permission d'écraser ces idiots de Largato. Malgré tout, Rimuru parvient à éviter que la situation ne dégénère en combat et prévient les hommes de Largato que c'est lui qui a fait des loups des alliés. Gabiro rit, pensant qu'il s'agit d'une blague, et Rimuru appelle Ranga pour lui montrer la vérité. Ranga apparaît en taille réelle et active sa capacité d'intimidation, laissant les jeunes Largato en proie à la panique. Benimaru lui demande s'il a toujours été aussi gigantesque, et Rimuru lui explique que la taille réelle de Ranga est utile dans des moments comme celui-ci, parfaite pour effrayer les personnes arrogantes. Mais, étonnamment, Gabiro garde sa pose. Il ne recule même pas d'un pas et complimente même les beaux yeux et la douce fourrure de Ranga. Il dit que le loup est merveilleux, mais qu'il est dommage qu'il ait été manipulé par un Slim et transformé en esclave. Il déclare qu'il va vaincre ce Slim intelligent et libérer le loup, en le prenant comme partenaire. Ses alliés s'enthousiasment et commencent à l'encourager, tandis que Ranga est très en colère pour l'offense qu'il a faite à son maître. Mais Gobita surgit de nulle part, jouant au milieu de la confusion. Le grand sage l'analyse et révèle à Rimuru que grâce à la nourriture de Shuna, le Gobita a développé une résistance au poison. Rimuru est surpris, lui qui n'a aucune résistance au poison, et le Gobita se sent très spécial. Mais il n'a même pas le temps de s'exhiber, car Ranga le prend et le place devant Gabiro. C'est à ce moment-là qu'une belle proposition se présente. Si Gabiro parvient à vaincre Gobita, ils essaieront au moins d'écouter ses propositions. Rimuru apprécie cette attitude, et dit que Ranga avait raison, car si l'un ou l'autre se battait, Largato serait éliminé sur le champ. L'arrogant Gabiro se moque de Gobita, disant que leur guerrier le plus fort est une blague. Pendant que Gabiro se moque de Rimuru, ce dernier dit à Gobita qu'il doit se donner à fond et que s'il gagne, il recevra une arme fabriquée spécialement pour lui. S'il perd, il devra affronter la nourriture de Shuna. C'est à ce moment-là que Gobita active son mode triard afin de ne plus avoir à manger la nourriture de Shuna. Les combattants sont prêts à se battre, et Gabiro commence à se vanter, affirmant que ces hommes imposants sont les descendants directs des dragons et qu'aucun d'entre eux ne perdrait jamais contre un simple gobelin. Mais alors qu'il est bloqué dans son discours, le gobelin l'attaque déjà avec sa lance sans la moindre hésitation. Gabiro parvient à esquiver de justesse et tente de riposter, mais le Gobita disparaît de son champ de vision. Et tandis que le Largato tente de comprendre où il est passé, le Gobita surgit de nulle part, s'extirpant de son ombre. Il assène un puissant coup de pied à l'arrière de la tête de son ennemi, l'anéantissant instantanément.
Tout le monde commence à célébrer la victoire de Gobita, comme s'il était un vrai champion. Et Rimuru commence à penser que Gobita est peut-être un prodige. La vérité est qu'il pensait que Gobita allait perdre sévèrement, et que ce n'est qu'après cela que les ogres s'en prendraient à cet arrogant Largato. Mais comme tout le monde croyait que Gobita allait gagner, Rimuru a décidé de jouer les confiants. Et a prétendu qu'il croyait lui aussi qu'il allait gagner depuis le début. Les Largatos sont sous le choc de la défaite de leur chef, et Rimuru en profite pour les avertir qu'ils les aideront dans la lutte contre les orques, mais qu'ils ne s'inclineront devant personne. Les Largatos décident de battre en retraite, mais ils préviennent qu'ils reviendront un jour. Rimuru doit maintenant découvrir leur plan, et il doit le faire plus tôt que prévu. Suel informe qu'il voit une armée de plus de 200 000 orques se déplacer le long de la rivière voisine. Il calcule que l'attaque du territoire des hommes de Largato est sur le point d'avoir lieu. Rimuru est impressionné par l'ampleur de la menace, et il demande à tout le monde si quelqu'un a une idée de ce dont il s'agit. Kejin dit que les orques sont connus pour être assez limités intellectuellement, et qu'il est donc probable que quelqu'un les manipule par derrière. Rimuru est d'accord et suggère qu'il y a peut-être un seigneur démon impliqué, et le nom le plus probable serait Gelmin, un démon qui a déjà causé des problèmes avec les ogres, et au fond de lui, Rimuru espère même que c'est vraiment un seigneur démon, car il aurait alors la chance de se rapprocher de celui qui a fait tant souffrir Shizui. Benimaru ajoute que même s'il n'y a pas de seigneur démon qui orchestre tout, les orques ont au moins un seigneur orc qui organise et dirige les troupes, car seule une telle créature légendaire peut rassembler une force militaire de cette taille. Puis, au beau milieu de la conversation, Sai est informé par l'un de ses clones qu'une dryade souhaite parler à Rimuru. Il n'avait même pas l'intention de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, mais lorsqu'il a appris qu'il s'agissait d'une dryade, un être au corps féminin, il s'est senti un peu excité. Il connaissait déjà ce type de créature dans les jeux et les bandes dessinées, une dryade étant un esprit lié à la nature. Il n'a donc pas hésité à la laisser entrer. Une fleur s'ouvre rapidement au centre de la table et en sort Trine, une belle dryade qui est l'esprit de la forêt millénaire. Elle est très timide et dit que cela fait longtemps qu'elle n'a pas eu de contact avec les humains. Elle est très polie et salue Rimuru et le groupe. Ils lui disent qu'il n'y a pas d'humains ici, alors elle s'excuse et dit aussi que la raison de sa visite est très sérieuse. Elle veut que le plus fort d'entre eux, en l'occurrence Rimuru, batte le seigneur orc. Elle descend de table avec grâce, et Rimuru est un peu indécis, mais Benimaru prend les devants et dit que son père est un peu abusif, car elle demande de l'aide à quelqu'un qu'elle ne sait même pas qui elle est. Il lui demande pourquoi elle s'est adressée directement à eux, puisqu'il existe des races bien plus puissantes que les gobelins. Trine explique qu'elle en est consciente et qu'elle aurait demandé l'aide de Veldora s'il était encore en vie. Elle a donc décidé de demander l'aide de l'être le plus fort de la forêt, qui est actuellement celui qui les dirige tous. Elle dit que si le village des Dryades est envahi par le seigneur orc, ils n'auront aucune chance seuls, c'est pourquoi elle est allée chercher de l'aide auprès d'un être puissant. Rimuru fait remarquer qu'ils n'ont que des suppositions sur l'apparence de ce seigneur orc, mais les Dryades sont toujours au courant de tout ce qui se passe dans la forêt, et Trine affirme que ce seigneur orc existe vraiment. Rimuru promet d'y réfléchir et de ne pas prendre de décision avant d'avoir rassemblé plus d'informations, et Trine accepte sa décision calmement. Elle semble encore moins introvertie qu'avant, alors qu'elle était déjà à l'aise à table. Rimuru reprend la réunion et demande si quelqu'un a une idée de ce que recherchent les orques. Shuna prend la parole et demande à Sai de lui raconter ce qu'il a découvert lors de son enquête au village des ogres. Sai répond qu'il n'y a trouvé aucun corps d'ogre, ni même d'orques. Et c'est ainsi que les orques parviennent à maintenir leur monstrueuse armée. Rimuru ne comprend toujours pas où il veut en venir. Alors Trine précise que la capacité exclusive du seigneur orc s'appelle Eater of All, et que l'effet de cette capacité se propage à tous les orques sous son commandement. Cette armée d'orques affamés dévore donc tout ce qui lui tombe sous la main. Dans ce cycle, même leurs alliés morts ne sont pas épargnés, et ils absorbent en outre la force et les capacités de tout ce qu'ils consomment. Plus ils mangent, plus ils deviennent forts. Leur capacité est similaire à celle du prédateur de Rimuru, mais il y a un hic. Elle ne satisfait jamais la faim d'une personne. Les orques vivent donc dans un état constant de faim insatiable et détruisent tout sur leur passage, consommant tout ce qu'ils trouvent, anéantissant des écosystèmes entiers. Rimuru se rend compte que les orques n'attaquent pas seulement par pure agressivité, mais qu'ils sont motivés par une soif de pouvoir. Il se rend vite compte que son village est en grand danger si rien n'est fait. Après tout, il y a des hobgoblins, des Kijins et même des loups-tempêtes, un festin parfait pour les orques assoiffés d'évolution. Et Benimaru de faire remarquer que la bave la plus puissante du monde serait évidemment le plat le plus attrayant pour l'ennemi. Trini décide de lui en dire un peu plus sur ce qu'elle sait, et selon elle, un démon aidait les orques sur ordre d'un seigneur démon. Ce démon attire l'attention de Rimuru et de sa bande, et finalement, Trini se révèle bien plus intelligente et habile qu'elle ne le laisse paraître, et après avoir partagé ces informations, elle supplie à nouveau Rimuru d'en finir avec le seigneur des orques. Rimuru, toujours dans le doute, décide de demander au grand sage ce qu'il pense de tout ce qu'a dit la dryade. Le grand sage lui explique que les dryades sont des protectrices naturelles de la forêt, connues pour juger les méchants avec sagesse, et qu'il peut donc lui faire confiance. Alors qu'il réfléchit à la possibilité d'affronter 200 000 orques,
Xion apparaît et le prend dans ses bras, lui disant qu'il est évident qu'il va se battre et qu'aucun seigneur orc ne peut rivaliser avec son maître. Même s'il était un peu gêné, Rimuru pensait exactement cela. Mais comme il n'y a pas d'échappatoire pour lui, il décide qu'il va se lancer dans la bataille, et ses compagnons se montrent tout à fait prêts à l'aider dans cette mission. Bien qu'il semble ferme à l'intérieur, il appréhende beaucoup la possibilité d'être vaincu, alors il suggère de former une alliance avec les hommes de Largato. Mais le représentant semble un peu bête et peu fiable, alors Rimuru préfère parler à quelqu'un de plus sensé, et Seuil se porte volontaire pour négocier directement avec le chef des hommes de Largato. En voyant ce beau gosse sûr de lui, Rimuru s'interroge un instant sur sa propre préférence sexuelle. Mais il secoue la tête, se ressaisit et autorise Seuil à poursuivre la mission. La bataille aura lieu au milieu du marais, alors le moins qu'il puisse faire est de s'assurer le soutien des hommes Largato sur leur territoire. Sur ce, Seuil s'en va, et Rimuru espère que le chef des hommes Largato n'est pas une autre tête de linotte. Heureusement, le chef des hommes de Largato est un homme ferme, respectable et plein de charisme. C'est le père de Gabiro, et il est accompagné de sa fille, qui commande la garde royale. Lorsque Seuil envahit leur territoire, les Largato tentent de l'affronter, mais il est beaucoup plus fort. Il dit qu'il est venu en mission de paix et le chef accepte d'écouter ce qu'il a à dire. Seuil présente ensuite Rimuru et lui dit qu'il est en route pour affronter le seigneur orc à la demande de la Dryade. Seuil dit que Rimuru propose une alliance avec les hommes de Largato et le chef comprend le poids de la demande, mais un des gardes finit par manquer de respect à Rimuru et Seuil manque de couper en deux ce fichu Largato. Heureusement, le chef intervient, s'excuse et sauve la peau du garde. Il reconnaît que quelqu'un qui peut nommer les ogres et les faire évoluer est assez spécial. Il accepte donc de former une alliance avec Rimuru, et sa seule exigence est de le rencontrer en personne. Seuil pense que c'est juste, et l'informe que la rencontre aura lieu dans une semaine, et qu'il demande que les hommes de Largato n'engagent pas le combat d'ici là. Le chef accepte et décide de faire confiance à Rimuru, même s'il ne l'a pas vu de ses propres yeux. Mais le plan tourne mal lorsque Gabiro revient sur leur territoire. Il s'avère qu'il a été influencé par Laplacia, un démon qui l'encourage à prendre la place de son père, déjà bien rouillé. Et comme Gabiro est un peu innocent, c'est ce qu'il fait. Il arrête son père et sa sœur, prend le commandement et déclare la guerre aux orques au nom des hommes de Largato. Seulement, il n'a aucune idée de la force réelle du seigneur orc. En chemin, Seuil raconte qu'il a vu le capitaine de la garde des hommes de Largato combattre des orques et demande à son maître ce qu'il veut faire. Rimuru lui demande s'il est capable de gérer cette situation, et Seuil l'assure qu'il en est capable, ce qui lui donne le feu vert pour agir. Rimuru prévient alors ses compagnons qu'il va se joindre à la bataille, mais lorsqu'ils arrivent sur place, tous les orques ont déjà été vaincus et Seuil est en train de soigner le capitaine grièvement blessé. Il utilise rapidement une de ses potions magiques, et une fois qu'elle est guérie, Rimuru se présente. Dès qu'elle entend son nom, la femme Largato s'agenouille et demande de l'aide pour sauver son père et son frère. Elle explique que Gabiro s'est rebellé, qu'il a détrôné son père et qu'il a déclenché sa propre guerre. Mais Gabiro n'est qu'un garçon impulsif, qui ne sait même pas qu'un seigneur orc est une véritable menace. Désespérée, elle demande de l'aide à Rimuru. Xion est la première à prendre la parole, déclarant que puisqu'elle a reconnu la grandeur de son maître, elle est certainement une Largata potentielle. Avant même que Rimuru ne dise quoi que ce soit, Xion, en tant qu'employée de Rimuru, décide elle-même de tout, embauchant cette Largata comme une autre employée de Rimuru. Rimuru accepte la fille du chef comme alliée et conclut une alliance sur le champ, puis il ordonne à Seuil d'aller sauver le chef des hommes Largato. Rimuru et ses compagnons se rendent alors directement sur le champ de bataille, où Gabiro montre qu'il peut même être un bon chef. Il utilise des tactiques de guérilla pour profiter du marais et causer des ennuis aux orques, mais à un moment de la bataille, alors qu'il demande à ses soldats de battre en retraite, il est choqué de voir les orques dévorer les cadavres de ses camarades. Cela les rend encore plus forts et ils parviennent bientôt à capturer l'un des hommes de Largato pour le dévorer à son tour. Terrifié, Gabiro leur ordonne de battre en retraite. Mais il est trop tard et les orques ont déjà encerclé tout le groupe. Les orques commencent à se déplacer anormalement vite, et Gabiro ne tarde pas à comprendre pourquoi. Les pieds des orques qui ont dévoré Largato sont maintenant reptiliens, avec des écailles et des membranes. Les soldats de Largato ne tardent pas à signaler que cette transformation s'est produite récemment. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Gabiro réalise à quel point il est dans le pétrin. Malgré tout, il garde son sang-froid, comme un vrai chef. Il réorganise ses troupes en une formation compacte, plaçant les gobelins alliés au centre pour les protéger. Il montre qu'il fait entièrement confiance à ses compagnons, même face à l'approche effrayante de la horde ennemie. Puis le temps semble s'arrêter et un énorme orc, vêtu d'une lourde armure et dégageant une aura sinistre, s'avance vers la ligne de front. Gabiro se croit face au redoutable seigneur des orques et ne perd pas de temps. Il lui lance un défi direct, mais la grande créature rit et lui répond que non, qu'il n'est qu'un des généraux et que le véritable chef des orques est bien plus fort que lui. Cette révélation inquiète encore plus le chef des hommes lézards.
Il essaie d'imaginer quel genre de créature terrifiante est ce seigneur orc. Néanmoins, il brandit son trident, arme légendaire qu'il a héritée, voire volée, de son père, et affronte courageusement le général. Même s'il est plus faible, Gabiroe donne du fil à retordre à son ennemi, esquivant des coups puissants et ripostant dès qu'il en a l'occasion. Mais la différence de leur capacité est absurde. Il essaie de résister, ses alliés tentent même de l'aider, et il parvient même à surprendre le général ennemi par une offensive intense, mais ce n'est pas suffisant. À bout de force, Gabiroe est sur le point d'être achevé, quand soudain le Gobita surgit de nulle part et bloque le coup fatal. Gabiroe pense que le Gobita doit être le chef du village des gobelins, car il ne peut accepter qu'un gobelin ordinaire lui ait sauvé la vie. Le Gobita, quant à lui, pense que Largato délire, mais il ne perd pas de temps à discuter. Ranga et lui sont arrivés au commandement de Rimuru, avec pour mission de soutenir les hommes de Largato contre les orques. Le général orc, trop sûr de lui, affirme qu'il éliminera tous ceux qui se mettront en travers de son chemin, mais il ne se doutait pas de ce qui allait suivre. Soudain, d'énormes explosions de feu envahissent le champ de bataille, décimant des milliers d'orques en un clin d'œil. Le responsable de tous ces dégâts est Benimaru, qui exprime sa fureur après avoir vu son village détruit par ses porcs. Pendant ce temps, Rimuru observe d'en haut, émerveillé par le chaos que ses alliés provoquent grâce au pouvoir qu'il leur a lui-même accordé. Mais le général orc continue de croire que personne n'est Lipario face à lui et à ses soldats, et c'est alors qu'il commet une erreur fatale. Il manque de respect à Rimuru devant Ranga. Le loup n'y réfléchit pas à deux fois. Il libère toute sa puissance et déclenche une attaque dévastatrice, qui est une tempête de mort, remplie d'éclairs noirs qui balaient tout sur leur passage. Les tornades électriques se propagent et le général orc est complètement détruit, réduit en cendres dans les airs. Ensuite, Ranga évolue et se dote même d'une nouvelle corne. Il affronte le reste des troupes ennemies et déclare fièrement que c'est le pouvoir que son maître lui a donné. Pendant ce temps, Benimaru continue de bombarder le camp ennemi, comme s'il avait une énergie infinie, et Akuro avance, découpant les orques en tranches. Sion, d'une seule attaque, parvient même à ouvrir un canyon dans le sol, et après avoir fait cela, elle fait un signe de tête à Rimuru, attendant son approbation. Rimuru sourit de satisfaction, et en vient à la conclusion qu'il n'aura même pas besoin de se battre. Pendant ce temps, le Kijin doté du pouvoir des fils accomplit sa propre mission en sauvant le chef des Largato, et il le fait de manière si impressionnante que les Largato ne peuvent que le regarder et l'admirer. De plus, il envoie un avertissement direct au vrai méchant, qui observe tout de loin à travers une boule de cristal. Il dit que lorsque les cochons seront vaincus, il sera le suivant. Mais avant la fin, le véritable chef apparaît, le seigneur des orques, qui apparaît sur le champ de bataille et semble aussi colossal que ses généraux. Rimuru met alors son masque de suppression magique et se prépare à l'achever rapidement. Mais, sorti de nulle part, quelque chose vole vers lui. Il l'esquive en pensant qu'il s'agit d'un projectile, mais ce n'est pas le cas. Ce qui a été envoyé, c'est une personne, le démon Géoma. Géoma lui fonce dessus. Il accuse Rimuru et ses alliés de se mettre en travers de ses plans et de les empêcher de créer un nouveau seigneur démon sous son contrôle. Pendant des années, il a parcouru la forêt en nommant des monstres, plantant en chacun d'eux le potentiel de devenir des êtres puissants qu'il contrôlerait. Les ogres réalisent que c'est précisément ce motif qui a poussé Géoma à les approcher tous, puis à détruire complètement leur village. Mais avant qu'il ne puisse agir, Gabiroe reconnaît le démon comme étant celui qui lui a donné son nom, et naïvement, il croit que ce démon est venu l'aider. Seulement, Géoma le traite d'inutile et ordonne qu'il soit dévoré par le seigneur des orques. Mais Géoma ordonne à l'orque d'arrêter de perdre du temps et de dévorer tout le monde. Mais l'orque veut en savoir plus sur la façon de devenir un seigneur démon, et le démon lui révèle alors tout son plan. Il veut le transformer en catastrophe naturelle et s'emparer de toute la forêt du Jura. Comme le seigneur orque n'avance pas pour dévorer ses ennemis, le Géoma décide d'agir. Il lance une puissante attaque sur Gabiroe, mais le Largato survit grâce au sacrifice de ses fidèles soldats. Les larmes aux yeux, le Gabiroe pleure la perte de ses amis. Mais le Géoma n'a aucune pitié et prépare un coup encore plus brutal, en disant qu'au moins maintenant, le Gabiroe servira à quelque chose, comme nourriture pour le seigneur des orques. Le Rimuru se place juste devant le Gabiroe et absorbe l'attaque grâce à ses talents de prédateur. Il se moque ensuite du démon masqué en disant que ce coup n'aurait même pas pu blesser une mouche. Gabiroe réalise enfin que Rimuru est le véritable et généreux chef du village des gobelins. Et même si Gabiroe est une merde, il obtient tout de même quelques potions pour soigner ses amis qui ont été blessés. Il piège le démon à l'aide de ses fils d'acier et change même d'avis sur Gabiroe. Il sait maintenant que cet idiot s'est fait piéger par ce démon malin, et il décide de lui donner une bonne leçon. Géoma commence à se vanter, disant qu'il est un démon de haut niveau, mais en un seul coup de poing, il perd complètement son air de supériorité. Il menace ensuite Rimuru, disant que son patron sera furieux de tout cela. Mais Rimuru ne bronche pas et lui demande de lui dire tout de suite le nom de son patron pour qu'il aille lui donner une leçon à lui aussi. Sans réponse,
Géoma se précipite vers le seigneur des orques pour lui demander de l'aide. Il l'appelle même par son nom, Geld, et le supplie de le sauver. Le seigneur des orques se souvient du moment où il a été nommé par Géoma et commence à s'approcher lentement. Géoma est tout excité, pensant que Geld va se battre pour lui, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, Geld tue et dévore Géoma, utilisant son corps pour satisfaire sa propre faim. C'est ainsi que le plan de Géoma fonctionne, car lorsque leur orque le dévore, il se transforme en un véritable seigneur démon. Mais ce seigneur démon n'est contrôlé par personne. Geld s'est finalement transformé en orque, le vrai seigneur démon, qui est un désastre ambulant. Et Rimuru se rend compte qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Il doit vaincre Orc avant que les choses n'empirent. Mais avant que Rimuru ne puisse agir, ses amis prennent les devants et se lancent à corps perdu dans une tentative de résoudre le problème une fois pour toutes. Shion passe d'abord à l'attaque, mais ce n'est qu'une distraction qui permet à Akuro de viser directement la tête d'Orc. Mais ce n'est pas suffisant, et Geld se protège avec un liquide collant et utilise même une régénération absurde. Les choses ne s'arrêtent pas là. Shuna emprisonne Geld dans une toile de fils magique, tandis que Benimaru déchaîne ses feux de l'enfer sur lui. Enfin, Anga libère son puissant rayon noir, épuisant au passage toute son énergie magique. Mais après tout cela, Geld est toujours debout. Son corps est même blessé, mais il est loin d'être vaincu. Tout le monde est surpris. Mais pour ne rien arranger, les généraux de Geld proposent soudain d'être dévorés, et Geld les dévore, gagnant encore plus de force et guérissant de ses brûlures. Cependant, il a toujours faim et utilise une attaque héritée de Gelmin pour tenter d'anéantir tout le monde autour de lui. Seul Rimuru neutralise cette attaque avec sa capacité de prédateur une fois de plus, après quoi il prévient tout le monde qu'il est temps pour lui de s'occuper de ces créatures. Cela dit, il n'a pas l'intention de la combattre seul. Il demande au grand sage de l'aider à vaincre Geld. La voix lui propose alors un mode de combat automatique, ce qu'il accepte. Ainsi, le grand sage se bat de manière incroyable, étant 1000 fois meilleur que Rimuru lui-même. Les attaques du seigneur Orc ne semblent plus un danger, car le grand sage les esquive facilement et contre-attaque avec ses flammes noires, empêchant Geld de se régénérer. Le seigneur Orc sent le coup, et cette fois pour se soigner, il s'arrache le bras et le dévore. Immédiatement après, le seigneur Orc change de tactique et se lance à corps perdu. Il tente d'attaquer Rimuru sous tous les angles, mais toutes ses attaques sont dévorées par le grand sage, et à un moment de la bataille, Rimuru se laisse capturer volontairement, uniquement pour activer le cercle magique des capacités héritées d'Ifri. Le coup touche Geld, mais il acquiert rapidement une résistance au feu, et c'est à ce moment que Rimuru reprend le contrôle du combat, et il plaisante même avec la grande sage, lui demandant de ne pas s'énerver. Il affronte ensuite Geld et lui dit qu'il aurait eu de la chance s'il était mort brûlé, car il va maintenant vivre quelque chose de bien pire. Rimuru dit qu'il va maintenant se battre pour de vrai, et Geld rit, disant qu'il n'y a rien que Rimuru puisse faire, et que bientôt il sera lui aussi dévoré. Mais Rimuru dit qu'il a regardé Blue Lock et lu tous les mangas, et qu'il est donc bien plus doué pour dévorer ses ennemis. Cela dit, il révèle sa véritable forme, celle d'un slim, et recouvre le corps de Geld en disant qu'il ressent lui aussi une faim insatiable. Un combat d'endurance s'engage alors, le prédateur de Rimuru dévorant le corps de Geld contre les capacités de régénération de son ennemi. Alors que le combat se poursuit, Rimuru pénètre dans les souvenirs de Geld et voit tout ce qu'il a vécu. Avant de porter son nom, Geld était le chef d'une tribu d'orques. À l'époque, une grave sécheresse frappait leur territoire, et il s'est même coupé des parties de son propre corps pour nourrir les enfants, puisqu'il avait la capacité de se régénérer par la suite. Même lorsque son fils aîné le supplia d'arrêter, Geld se contenta de dire qu'il pouvait se guérir lui-même et que les nouveau-nés ne pouvaient pas mourir de faim. Il se mit donc en route vers la grande forêt du Jura, à la recherche de nourriture pour ses habitants. À mi-chemin, il s'évanouit de faim et c'est à ce moment que Gelmin apparut, lui offrant un nom et de la nourriture, et bien qu'il sache qu'il pourrait être utilisé, il accepta l'offre et reçut le nom de Geld. Lors du combat final, il dit à Rimuru qu'il ne peut pas perdre, mais Rimuru est déjà en train de gagner et il dit à Geld qu'il a perdu. Geld insiste, disant que s'il meurt, son peuple devra porter tous ses péchés et qu'il veut tout prendre pour lui, juste pour que les autres ne souffrent pas plus tard. Le Rimuru lui répond qu'il dévorera tout, même ses péchés et ceux de sa race. À la fin, le Rimuru dévore complètement Geld, et avant de disparaître, Geld a une dernière vision. Il voit une terre pleine de nourriture, avec le bruit des rires d'enfants en arrière-plan. Il s'agenouille, pleure et rend grâce, car il se sent enfin en paix. Peu après, le grand sage lui annonce que tous les signes vitaux de Geld ont disparu, et Rimuru perd sa forme visqueuse pour reprendre son apparence humaine. Comme lui, les orques redeviennent normaux et leurs formes altérées disparaissent. L'invasion prend fin et tout le monde commence à célébrer la victoire de Rimuru. Même les orques sont soulagés de voir que leur roi a été libéré de la malédiction. Une fois la mission accomplie, Rimuru dit aux ogres qu'ils sont libres de suivre leur propre voie, mais qu'ils se sont déjà liés à leur maître et qu'ils le suivront jusqu'au bout.
C'est ainsi que se termine la première saison de l'anime Tensei Chitara Slim. Et je ne continuerai que si cette vidéo atteint 1 million de likes, une promesse impossible à tenir malgré sa médiocrité.